Dans un pays où l'électricité manque depuis des années, des colonnes de machines lourdes traversent soudain l'aube silencieuse et brisent la routine des coupures. À première vue, rien ne relie ces convois escortés à la crise énergétique chronique. Pourtant, chaque passage creuse un doute de plus dans l'esprit de ceux qui veillent sur l'avenir du Burkina Faso. Que représentent vraiment ces mouvements discrets pour une population qui voit le nom d'Ibrahim Traoré associé à la promesse d'une souveraineté énergétique enfin tangible? Entre peur de l'inconnu et espoir d'un réseau stabilisé, un basculement imperceptible commence à se dessiner. Ce récit propose de dévoiler la logique précise qui relie une crise électrique devenue structurelle à l'apparition de convois lourds se dirigeant vers des zones restreintes. Au-delà du simple inventaire de faits, l'enjeu central tient dans une promesse claire. Comprendre comment un pays longtemps soumis à l'instabilité énergétique pourrait entrevoir, à travers une série de mouvements discrets, une possibilité de stabilité durable. Cette compréhension représente un bénéfice crucial pour les citoyens, les entreprises et les institutions qui vivent au rythme des pannes prolongées et des systèmes de secours fragiles. Les témoignages évoqués, les images partagées et l'absence inhabituelle de communication officielle créent un espace où l'incertitude et l'espoir s'entrecroisent. Chaque convoi capté à l'aube ou au crépuscule devient un indice d'un changement potentiel, et chaque périmètre renforcé alimente l'hypothèse d'une réorientation stratégique. La question n'est donc plus seulement de savoir si ces signaux annoncent une transformation, mais d'évaluer ce que cette transformation impliquerait pour un pays en quête d'une énergie stable et prévisible. Les premiers éléments concrets sont apparus lorsqu'une même semaine a vu circuler plus de 12 convois transportant des machines lourdes vers des zones restreintes, révélant un schéma répétitif qui ne correspondait à aucun projet public annoncé. Ce nombre inhabituel, filmé à l'aube et au crépuscule, a servi de point de bascule. Ce qui semblait d'abord anecdotique prenait désormais la forme d'une cadence organisée, suffisamment régulière pour être considérée comme un signal plutôt qu'un accident logistique. Pour comprendre la portée de ces mouvements, il faut revenir à la réalité énergétique qui façonne depuis longtemps la vie quotidienne au Burkina Faso. Moins d'un quart de la population dispose d'une alimentation électrique stable, une proportion qui impose aux habitants une existence rythmée par les générateurs improvisés, les ateliers interrompus et les nuits coupées de toute activité productive. Cette fragilité structurelle affecte les hôpitaux, dont les systèmes de secours peinent à soutenir les opérations, les entreprises contraintes de réduire leurs horaires, ainsi que les écoles rurales dépendantes de la lumière du jour pour poursuivre l'enseignement. C'est dans ce paysage de pénurie chronique que l'apparition de convois escortés acquiert une signification particulière. Leur introduction s'est faite sans conférence de presse, sans communiqué officiel, sans le déploiement habituel de messages institutionnels qui accompagnent généralement les projets énergétiques, même modestes. Le silence gouvernemental n'a fait qu'accentuer la curiosité, ouvrant un espace où hypothèses et attentes circulent librement. À mesure que les images se multipliaient, un grand nombre de citoyens ont spontanément rapproché ces mouvements des accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023, puis renforcés en 2025. Dans cette lecture émergente, la figure d'Ibrahim Traoré, souvent associée à la souveraineté technologique, devient un repère implicite pour interpréter un processus encore non déclaré mais perçu comme méthodique. Rien n'est confirmé, aucune preuve définitive n'existe, mais l'ensemble des signaux trace déjà le contour d'une transition énergétique envisagée comme possible. Pour saisir comment ces mouvements ont été perçus sur le terrain, il faut suivre les récits de ceux qui vivent quotidiennement les limites du réseau électrique. Un technicien de quartier à Ouagadougou raconte avoir observé le passage d'un convoi à l'aube. Des remorques massives, escortées avec une précision presque militaire, et une route brièvement fermée juste avant leur arrivée. Pour lui, ce moment ne relevait pas d'une simple intervention technique, mais d'un signal révélant qu'un processus plus large était en cours. La scène, brève mais marquante, a suffi à installer l'idée qu'un mouvement dépassant les réparations ordinaires se déployait discrètement. Un second témoignage provient d'une commerçante d'une zone périphérique, habituée aux interruptions soudaines qui fragmentent sa journée. Elle a vu défiler une ligne de conteneurs scellés, avançant silencieusement au crépuscule
escortés par des véhicules aux vitres opaques. L'épisode n'a pas seulement suscité de la curiosité, il a ravivé une forme d'espoir prudent, celui d'un pays qui pourrait enfin rompre avec la répétition interminable des pannes. Ce qui relie ces récits, c'est la manière dont un simple convoi devient un marqueur d'attente. Avant toute annonce officielle, ces témoins ont perçu un frémissement, une rupture de rythme, une possibilité que l'immobilité énergétique n'était plus une fatalité. Les vidéos partagées, les discussions de quartier, les spéculations prudentes ont progressivement modifié l'atmosphère. Même sans certitude, la logique qui se dessine est claire. Lorsqu'un pays plongé dans la pénurie voit surgir des gestes inhabituels et répétés, chaque détail alimente l'idée d'un changement structurel. Le déclenchement se produit sans avertissement. Dans un pays habitué à annoncer publiquement la moindre amélioration énergétique, l'arrivée silencieuse de machines lourdes crée une rupture immédiate. Les premiers convois apparaissent à l'aube, plus tard au crépuscule, parfois même en pleine nuit. Ils roulent lentement, escortés, protégés, comme si chaque mètre parcouru répondait à un protocole strict. Rien n'est expliqué. Aucun ministère ne prend la parole. Ces itinéraires inhabituels deviennent les premiers signaux d'une activation discrète qui ne ressemble en rien aux opérations de maintenance ordinaires. La montée en intensité s'amorce rapidement. Les témoins filment, partagent, commentent. Les réseaux sociaux se remplissent d'images où l'on voit des conteneurs scellés, des remorques surdimensionnées, des véhicules d'escorte aux vitres opaques. À mesure que les vidéos circulent, la portée du phénomène dépasse largement les quartiers où elles ont été tournées. Les hypothèses se multiplient. Certains évoquent un projet solaire, d'autres imaginent un renforcement thermique, d'autres encore pointent la possibilité d'un chantier stratégique lié aux accords conclus avec Rosatom. Rien n'est confirmé, mais rien ne contredit non plus ces spéculations. Le silence officiel laisse toute latitude aux interprétations. Ce silence devient lui-même un élément structurant. Contrairement aux habitudes nationales, où chaque avancée énergétique est présentée comme un signe de modernisation, aucune annonce ne vient baliser la compréhension collective. L'absence de discours crée un espace où méfiance, espoir et attente s'enchevêtrent. Les convois se répètent, ils ne disparaissent pas, ils ne ralentissent pas. Au contraire, le motif se précise. Des sites sont entourés, des périmètres sont renforcés, des zones autrefois ouvertes deviennent progressivement restreintes. Des matériaux sont introduits, puis dissimulés derrière des portails scellés. Le mouvement n'est plus sporadique. Il suit une cadence méthodique, presque calculée. Les répercussions s'élargissent ensuite bien au-delà des frontières locales. Les analystes régionaux observent l'évolution de près, cherchant à comprendre si ces signaux indiquent un repositionnement stratégique. Certains cercles américains évoquent la possibilité qu'une stabilisation énergétique du Burkina Faso puisse modifier l'équilibre du Sahel, surtout si ces travaux correspondant aux infrastructures évoquées dans les accords passés. L'idée d'un rééquilibrage apparaît alors dans plusieurs discussions diplomatiques. La répétition des convois cesse d'être un simple fait logistique. Elle devient une donnée interprétée comme une étape dans une trajectoire plus vaste. À l'intérieur du pays, l'effet est tout aussi perceptible. Les citoyens, habitués à vivre dans l'incertitude énergétique, cherchent dans ces mouvements la promesse d'une amélioration future. Les commerçants y voient la possibilité d'étendre leurs horaires sans craindre l'effondrement d'un générateur. Les familles y lisent peut-être la perspective de soirées moins dépendantes des bougies. Les témoignages se diversifient, s'enrichissent et l'accumulation des indices produit une résonance collective. La séquence complète, activation silencieuse, montée en intensité, premières répercussions se dessine avec netteté. Elle avance sans déclaration, sans démonstration, transformant progressivement ce qui semblait impossible en une hypothèse. Hypothèse crédible. Dans un environnement où chaque geste est scruté, cette dynamique devient une force motrice qui oblige observateurs, citoyens et partenaires à reconsidérer l'avenir énergétique du pays. Pour comprendre la dynamique en cours, il faut s'appuyer sur les données mesurables qui éclairent la situation énergétique du Burkina Faso. La première concerne l'accès réel à l'électricité. Moins d'un quart de la population dispose d'une alimentation stable. Cette proportion rappelle l'ampleur du déficit structurel auquel le pays fait face. Elle montre que la majorité vit dans une vulnérabilité énergétique persistante
Chajour. Ce point de départ est essentiel, car il sert d'arrière-plan à la lecture de tous les signaux observés ces derniers mois. La seconde donnée décisive découle directement de cette fragilité. 3 citoyens sur 4 dépendent encore de solutions temporaires et précaires. Ce ratio souligne la difficulté pour les familles, les hôpitaux, les ateliers et les écoles de maintenir leurs activités quotidiennes dans des conditions prévisibles. Il décrit un environnement où la continuité opérationnelle reste extrêmement difficile à garantir. Cette dépendance rend chaque rupture de réseau immédiatement tangible et chaque indice d'amélioration potentielle particulièrement lourd de conséquences. Une troisième mesure provient de l'observation des convois eux-mêmes. Plus de 12 convois lourds ont été identifiés en une seule semaine récente. Ce volume, relevé par les habitants et filmé dans des créneaux inhabituels, indique une répétition organisée plutôt qu'un mouvement isolé. Il suggère un rythme logistique difficile à attribuer à une simple maintenance ordinaire. L'agrégation de ces images, partagées sur les réseaux sociaux, constitue un faisceau d'indices que beaucoup considèrent comme révélateurs d'une préparation à long terme. Pris séparément, ces 3 chiffres ne prouvent rien de définitif. Ensemble, ils dessinent pourtant une cohérence nouvelle. Le pays part d'un niveau de faiblesse énergétique extrême. La population dépend massivement de systèmes d'appoint et, dans ce contexte, l'apparition de convois lourds introduit un élément de rupture capable de modifier l'interprétation générale. Ce glissement quantitatif, du manque chronique vers une activité inhabituelle et répétée, devient le cœur de l'analyse. Les accords signés avec Rosatom en 2023, puis renforcés en 2025, constituent un autre repère temporel pour interpréter les données actuelles. De nombreux observateurs voient dans la synchronisation entre ces engagements et la cadence soutenue des convois une trajectoire plus méthodique qu'il n'y paraît. Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une infrastructure nucléaire en préparation, mais la logique cumulative des éléments observés pousse à envisager cette possibilité. Les témoignages évoqués ajoutent une dimension qualitative qui renforce la lecture quantitative. Le technicien, ayant vu une route se fermer brièvement avant le passage d'un convoi, ou la commerçante ayant observé des conteneurs se déplacer sans marque visible, fournissent des descriptions qui s'articulent avec les chiffres disponibles. Aucun de ces récits ne constitue une preuve, mais chacun valide une partie du motif général. Régularité des passages, absence d'annonce préalable, périmètre renforcé, mouvement coordonné. Dans cette perspective, les données ne servent pas seulement à décrire, elles révèlent un changement d'échelle. Elles montrent qu'un pays habitué à gérer la crise au quotidien semble désormais engagé dans une séquence plus ambitieuse, peut-être même structurée. La transition reste à confirmer, mais les indicateurs convergent suggèrent qu'elle n'est plus seulement théorique. Elle est déjà en cours de formation. Les partisans de la transformation énergétique avancent d'abord un argument central. La répétition de convois lourds, escortés, introduits sans communication officielle, marque un tournant logistique incompatible avec les ajustements mineurs auxquels le pays est habitué. Dans un contexte où les coupures rythment la vie de millions de personnes, ces passages réguliers apparaissent comme les premiers indices tangibles d'un effort structuré pour sortir du cycle des pannes. Ils rappellent également que les accords conclus avec Rosatom en 2023 puis renforcés en 2025 mentionnent précisément des travaux préparatoires souvent invisibles pour le public. Pour eux, l'évolution des périmètres, zones scellées, accès restreint, renforcement progressif, confirme une planification qui dépasse largement la maintenance ordinaire. Face à cette lecture optimiste se dressent 2 objections majeures. La première concerne l'absence totale de communication officielle. Le gouvernement, habituellement prompt à annoncer toute avancée énergétique même modeste, demeure silencieux. Cette rupture de pratique nourrit la crainte d'un projet sensible, trop délicat pour être assumé publiquement. Beaucoup y voient un risque d'interprétation erronée, d'autant que les informations circulent presque exclusivement par le biais de vidéos filmées par des habitants sans contextualisation institutionnelle. La deuxième objection porte sur l'ambiguïté géopolitique. Certains critiques soulignent que des matériaux semblent transiter par des routes indirectes et que des ingénieurs étrangers auraient été aperçus près de sites restreints. Ils estiment que ces signaux, loin de rassurer, creusent davantage
l'incertitude. La réponse à ces réserves doit s'appuyer strictement sur les faits établis dans la source. Le silence gouvernemental, bien qu'inhabituel, n'est pas incompatible avec une stratégie prudente visant à éviter les pressions extérieures évoquées par plusieurs observateurs. Quant aux indices géopolitiques supposés, ils restent descriptifs et ne prouvent ni intention militaire ni détournement technologique. En revanche, les éléments vérifiables, cadence soutenue des convois, modification visible des sites, synchronisation avec les accords existants, composent un motif cohérent. Les inquiétudes persistantes demeurent légitimes, mais les données matérielles dessinent une trajectoire dont la logique interne apparaît de plus en plus solide. Tout bascule en silence. Cette formule résume le moment où les indices épars cessent d'être perçus comme des anomalies pour devenir un schéma lisible. Les images satellites évoquées dans certains cercles diplomatiques montrent des fondations nouvelles, des tracés géométriques inhabituels et des périmètres renforcés qui ne correspondent à aucun projet solaire, thermique ou hydraulique annoncé. Ce glissement, soudain mais perceptible, fait émerger une hypothèse autrefois confinée aux marges, celle de travaux préparatoires à une infrastructure lourde encore non déclarée. À partir de ce point, la lecture internationale change de nature. Plusieurs observateurs africains adoptent un vocabulaire longtemps jugé trop audacieux, parlant de prépositionnement stratégique ou de mise en scène prénucléaire. La perception régionale évolue à son tour. Certains voisins y voient la possibilité d'un rééquilibrage énergétique, tandis que d'autres redoutent l'apparition de nouvelles asymétries. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère implicite. Ses prises de position sur la souveraineté technologique, combinées au mutisme gouvernemental, deviennent des éléments structurants pour interpréter la trajectoire en cours. La question n'est plus de savoir si quelque chose se prépare, mais à quel rythme ce processus avance réellement. Pour les ménages, les mouvements observés redéfinissent déjà les attentes. Des familles habituées à vivre dans la pénombre, contraintes d'improviser chaque soir entre générateurs vacillants et bougies fragiles, perçoivent dans les convois répétitifs une perspective jusqu'ici inatteignable, celle d'un réseau enfin stabilisé. Les vidéos partagées créent un espace où la prudence et l'espoir coexistent, ouvrant l'idée qu'un changement autrefois lointain pourrait devenir réalisable. Même sans confirmation officielle, la simple possibilité d'une meilleure continuité énergétique modifie la manière dont les habitants envisagent leur quotidien. Pour les entreprises, l'effet est tout aussi sensible. Les commerces, les ateliers et les petites manufactures subissent des pertes constantes à chaque interruption brutale du courant. Le moindre arrêt perturbe les chaînes de production, décourage les clients et fragilise les revenus. L'apparition de périmètres renforcés et la régularité des convois alimentent l'hypothèse d'un environnement prochainement plus prévisible. Des entrepreneurs commencent à imaginer ce que signifierait une réduction significative des coupures, prolongation des horaires, baisse des coûts liés au carburant des générateurs, perspectives d'expansion plus réalistes. Sans promesse explicite, l'atmosphère économique évolue vers une forme de projection nouvelle. Pour les services publics, les implications sont profondes. Les hôpitaux composent avec des systèmes de secours saturés, les écoles rurales interrompent leurs cours dès que la lumière décline, et les administrations locales peinent à assurer une continuité minimale. Si les infrastructures actuellement renforcées annoncent une transformation structurelle, même progressive, ces institutions pourraient enfin planifier au-delà de l'urgence permanente. La simple idée que des fondations nouvelles et des zones scellées puissent annoncer une capacité accrue incite déjà certains responsables à réévaluer l'organisation de leur mission quotidienne. À l'échelle diplomatique et régionale, les conséquences s'étendent bien au-delà des frontières. Dans plusieurs capitales sahéliennes, les analystes évoquent la possibilité qu'un Burkina Faso énergétiquement plus stable entraîne une recomposition des dépendances actuelles. Le Mali et le Niger, déjà proches des orientations stratégiques de Ouagadougou, voient dans ces signaux l'opportunité d'un bloc plus autonome, capable d'amortir certaines vulnérabilités régionales. A l'inverse, des voisins plus prudents redoutent l'apparition de nouvelles asymétries si un pays enclavé devait soudain disposer d'une capacité énergétique avancée. Dans les cercles occidentaux, la répétition des convois et les fondations inhabituelles sont désormais discutées comme des indices d'un rééquilibrage géopolitique en formation.
Dans ces 4 dimensions, un fil commun s'impose. Même sans certitude, l'ensemble des signaux convergents produit un effet réel sur les perceptions. Les gestes silencieux, la cadence régulière des machines et la discipline gouvernementale associée aux prises de position souverainistes d'Ibrahim Traoré créent un cadre où l'hypothèse d'une transition énergétique cesse d'être théorique. Les conséquences ne sont pas encore pleinement mesurables, mais leurs contours apparaissent déjà avec une netteté nouvelle. Un premier scénario, celui de la trajectoire de base, repose sur la continuité silencieuse des opérations observées. Si la cadence actuelle des convois se maintient sans accélération notable, le pays entrerait dans une phase de consolidation progressive. Les périmètres restreints continueraient d'être renforcés, les fondations déjà visibles seraient étendues méthodiquement et la stratégie de communication resterait minimale. Dans cette configuration, les partenaires extérieurs observeraient avec prudence, privilégiant des analyses internes plutôt que des prises de position publiques. Pour les citoyens, chaque mouvement logistique deviendrait une confirmation implicite qu'un chantier d'envergure avance par étapes cohérentes. Un deuxième scénario, plus optimiste, envisage une stabilisation accélérée. Si les signaux actuels s'accompagnent d'un renforcement simultané du réseau et d'une organisation plus structurée autour des zones scellées, certaines régions pourraient percevoir une amélioration tangible. Les hôpitaux réduiraient leur dépendance aux générateurs, les commerces prolongeraient leurs horaires et les écoles rurales gagneraient en continuité pédagogique. À l'échelle régionale, le Mali et le Niger appuieraient ouvertement cette trajectoire, y voyant le début d'un Sahel moins vulnérable aux fluctuations énergétiques. L'atmosphère intérieure gagnerait alors en confiance, portée par la possibilité d'une transition autrefois jugée inaccessible. Un troisième scénario, plus pessimiste, ne peut être exclu. Si le silence gouvernemental persiste, tandis que la cadence des convois s'intensifie et que les inquiétudes internationales augmentent, les pressions diplomatiques pourraient se renforcer. Les discussions évoquant un réalignement stratégique deviendraient centrales dans les échanges entre puissances extérieures. À l'intérieur, l'absence d'informations officielles amplifierait spéculations et tensions, tandis que critiques et partisans opposeraient leurs interprétations du même phénomène. L'incertitude deviendrait alors la force dominante, structurant le débat public. Face à ces 3 trajectoires, une recommandation cognitive s'impose. Maintenir une lecture graduelle, attentive aux enchaînements plutôt qu'aux annonces. Les indices visibles, cadence, périmètre, fondation, doivent être interprétés comme des rapports d'étape et non comme des conclusions. Dans un paysage où chaque geste est scruté, seule une posture d'observation méthodique permet d'éviter les excès de certitude ou de méfiance. Pour les jeunes, cette possible transformation énergétique touche directement la manière dont ils envisagent leur avenir. Beaucoup ont grandi dans un environnement où la lumière n'était jamais garantie, où les devoirs du soir dépendaient d'une lampe fragile et où l'accès aux outils numériques restait irrégulier. L'idée qu'un réseau plus stable puisse émerger, même lentement, élargit déjà leur horizon. Plus d'heures d'études, davantage de projets personnels réalisables et la possibilité d'imaginer une trajectoire professionnelle qui ne soit pas interrompue par les caprices du courant. Cette simple perspective, encore incertaine, nourrit une motivation nouvelle. Pour les petites entreprises, l'enjeu est encore plus immédiat. Chaque panne représente une perte nette, un temps d'arrêt coûteux, une rupture dans la relation avec les clients. Les mouvements observés, convois réguliers, zones renforcées, absence d'improvisation apparente, ne constituent pas une promesse en soi, mais ils modifient la manière dont ces acteurs évaluent leur marge de manœuvre. Beaucoup commencent à envisager des investissements longtemps repoussés, à condition que la fréquence des interruptions diminue, ne serait-ce que légèrement. Pour les services publics, cette évolution potentielle redéfinit l'organisation du travail. Un hôpital peut ajuster ses priorités si la dépendance aux générateurs se réduit. Une école peut élaborer une planification annuelle plus stable. Une administration peut maintenir une continuité de service sans devoir improviser des solutions temporaires. Cette capacité à anticiper représente un changement structurel en soi, même avant toute amélioration matérielle mesurable. À travers ces 3 groupes,
un même principe apparaît. Dès qu'un pays montre des signes de mouvement, ceux qui vivent ses limites quotidiennes réévaluent immédiatement ce qu'ils peuvent espérer, planifier ou entreprendre. Deux gestes concrets émergent alors: observer les tendances plutôt que les rumeurs et préparer dès maintenant les usages qui profiteront le plus d'une stabilité progressive. Pour qu'une transformation énergétique prenne forme de manière durable, plusieurs étapes doivent s'articuler avec précision. La première consiste à stabiliser les segments du réseau les plus vulnérables. Les équipes techniques nationales doivent renforcer les lignes fragilisées, sécuriser les sous-stations et établir des zones pilotes où la réduction des coupures peut être mesurée semaine après semaine. Cet indicateur, la fréquence réelle des interruptions, devient le premier baromètre de progression. La deuxième étape concerne la consolidation des périmètres sensibles. Les unités de sécurité, en coordination avec les autorités techniques, doivent structurer l'accès aux sites où des convois ont été observés, en veillant à la continuité des opérations et à la protection des matériaux introduits. Le critère de réussite est simple: l'absence d'incidents logistiques et la stabilité des zones restreintes dans la durée. La troisième étape vise l'alignement bilatéral. Les responsables burkinabés et les partenaires engagés dans les accords antérieurs doivent harmoniser leur calendrier, rapprocher les capacités locales des installations prévues et ajuster la progression aux contraintes détectées sur le terrain. L'indicateur clé tient à la cohérence entre fondation visible, approvisionnement matériel et disponibilité des équipes techniques. Enfin, une quatrième étape concerne la préparation institutionnelle et sociale. Les hôpitaux, écoles et administrations doivent anticiper une éventuelle amélioration de la stabilité énergétique en réévaluant leurs protocoles, en planifiant des usages élargis et en identifiant les secteurs où l'impact serait le plus immédiat. Cette anticipation représente déjà une forme d'avancement mesurable. Dans cette séquence, la ligne directrice associée aux priorités d'Ibrahim Traoré, souveraineté technologique et discipline opérationnelle, sert de cadre interprétatif, reliant les gestes silencieux aux ambitions stratégiques. À mesure que les indices se sont accumulés, convois silencieux, périmètre renforcé, fondation discrète, un motif s'est formé, presque malgré lui. Il reprend aujourd'hui l'écho des premiers témoignages, celui du technicien observant la route brièvement fermée, ou celui de la commerçante voyant défiler des conteneurs anonymes. Ces scènes modestes, captées sur le vif, deviennent le fil invisible qui relie le quotidien fragile du pays à une ambition plus vaste. Elles rappellent que les transformations majeures commencent souvent par des gestes minuscules, répétés jusqu'à dessiner une trajectoire. Dans cette lecture, la position affirmée d'Ibrahim Traoré, fondée sur la souveraineté technologique et la progression méthodique, agit comme un cadre silencieux. Non pas une proclamation, mais une ligne de fond qui accompagne chaque séquence observée. Elle donne du relief aux mouvements discrets, comme si chaque passage de convoi révélait un chapitre supplémentaire d'un récit encore en cours d'écriture. Et si l'on revient au motif initial, celui de la lumière incertaine et des gestes improvisés, il apparaît désormais comme un contraste fondateur. Car tout changement, même invisible au début, commence par une brèche dans l'habitude, une brèche qui suffit parfois à déplacer tout un horizon. Au terme de ce parcours où des gestes silencieux ont redéfini les attentes, une idée s'impose. La transition énergétique n'est jamais uniquement un ensemble d'infrastructures. Elle devient un espace partagé, façonné par les regards, les discussions et les interprétations de ceux qui la vivent au quotidien. Les habitants, les entreprises, les institutions et les observateurs extérieurs participent déjà par leur attention même à la construction du sens de ces mouvements. Dans cette perspective, suivre l'évolution des signaux, convois répétitifs, périmètres renforcés, fondations émergentes, revient à entretenir un dialogue collectif sur l'avenir du pays.